Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais vous parler de ceci, l'ombre du Seigneur Démon, pardon, Shadow of the Demon Lord, qui est un jeu, j'étais un peu passé à côté de ce jeu lorsqu'il est sorti, un ami m'en avait parlé. À l'époque, j'étais embringué dans L5R, je crois. Je m'attachais à essayer de mener ma campagne de L5R. Du coup, j'étais complètement passé à côté. Et j'y reviens maintenant. Alors, il y a un petit décalage. En même temps, pour moi, c'est très agréable puisqu'on découvre un nouveau jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, il n'a pas été écrit par n'importe qui. Il a été écrit par Robert Schwalb, qui est en fait un collaborateur, enfin quelqu'un qui a beaucoup participé sur les ouvrages, notamment des ouvrages de la 4E, je crois, de la 5E, des suppléments, etc. Bref, c'est quelqu'un du sérail. Et puis, il a eu envie de faire son jeu. Et on verra qu'il y a des petites révolutions, parce que c'est un jeu haut des 20, mais qui fonctionne pas comme la 5E. C'est très rafraîchissant sur le système. On y viendra dans cette première vidéo. On va regarder comment il en est arrivé là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il a réfléchi pas uniquement à la mécanique, bien sûr, mais aussi à la proposition, à ce que le jeu propose. Et là, je vais faire le tour avec vous, c'est assez rapide, des petites choses, ce qu'il appelle l'essentiel dans ce livre. Euh, c'est un petit peu ce qui définit les canons du monde et d'où va découler, et le système de jeu, et les différents tropes, etc. Très intéressant. Rappelons que ce petit ouvrage-là, donc on dure, bon, traduit Shadow of the Demon Lord, traduit par l'ombre du Seigneur Démon. Bon, d'aucuns disent que le titre est pas terrible, il claque pas. C'est sûr que ça claque moins que le titre anglais, mais enfin, faut pas se leurrer, c'est souvent le cas quand même, hein. Encore que bon, ça fait le taf. Et puis quand on lit un peu, on comprend pourquoi c'est vraiment pas mal d'être resté quand même sur ce titre-là. Alors on va commencer donc par ce qu'on appelle l'essentiel. Donc vous voyez qu'à la page 151, après le système, etc., c'est un livre monde, hein. Avec un ouvrage, vous pouvez jouer. Vous avez tout dedans, un bestiaire, le monde, voilà. C'est vraiment intéressant ce genre de proposition. Encore une fois, il a voulu se démarquer. Il y a beaucoup de suppléments, mais il a voulu se démarquer vraiment de la 5E dans ce qu'il proposait au départ, non pas 3 ouvrages, mais un seul. Et vous jouez et vous avez un système qui tourne, qui est plus fluide que la 5E, au dire de ceux qui pratiquent. Moi, j'ai pas encore pratiqué, hein. Beaucoup plus rigolo. Et puis surtout, vous avez des tropes qui, moi, me parlent beaucoup plus. Et je pense d'ailleurs tous les amis de Lovecraft, ça va leur parler beaucoup plus. Alors, l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est l'auteur dit lui-même ce que la plupart des gens savent sur le monde dans lequel ils vivent. Alors, premièrement, les dieux sont des puissances lointaines. Donc les dieux existent-ils? Les gens les vénèrent tout comme ils vénèrent les monstres et les esprits des ancêtres. Mais les dieux n'interviennent jamais directement dans les affaires des mortels. En revanche, leurs serviteurs dévoués font avancer leur cause et convertissent les non-croyants. Ça nous donne déjà un indice sur le rapport qu'il va y avoir entre les mortels et les dieux. Des mondes cachés. Il existe d'autres royaumes invisibles au sein du monde des mortels, et des réalités entières flottent à sa surface comme des bulles de savon sur l'eau. Parmi eux, on compte les royaumes cachés des fées, le royaume des morts et d'autres lieux aussi étranges que terrifiants. La majorité des mortels ne pénètrent jamais en ces royaumes de leur vivant. Cependant, un accident, une curieuse magie ou l'influence du Seigneur Démon propulse parfois les êtres vivants parmi les morts ou leur accorde un bref aperçu des paysages oniriques d'Alfheim. Ensuite, la magie est une réalité. Le monde est un lieu magique. La magie imprègne tout. Vestige de la force créatrice qui tissa l'univers à partir du chaos primordial. La magie est tellement abondante que toute personne douée de volonté, de temps et d'un peu de talent peut apprendre à l'utiliser. Certains sont particulièrement doués pour la manier et puisent dans leur puissance intérieure. D'autres la découvrent en lisant d'anciens ouvrages et de vieux parchemins. Les prêtres dévoués aux dieux distants recourent à la magie pour défendre leur cause. En dehors des sorts, la magie existe aussi dans certains objets qu'elle imprègne de sa puissance ou qu'elle a créés. L'énergie magique se rassemble également en certains lieux où les sorts sont plus faciles à lancer ou produisent des effets inattendus. On retrouve le concept des nœuds d'énergie qu'on avait même déjà à Rollmaster, hein. C'est pas neuf, mais il a synthétisé beaucoup de choses, on en reparlera après, je finis, et après on va en discuter, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Un mortel vit de nombreuses vies, très original.
La mort n'est pas la fin pour les mortels. Elle marque simplement la transition entre une vie et la prochaine. En mourant, l'âme se libère de la chair et au bout de quelque temps descend dans le royaume des morts. En ce sinistre lieu, ses souvenirs s'estompent jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la personne qu'elle était. L'âme remonte alors du royaume des morts pour mener une nouvelle vie. Mais toutes les âmes ne se rendent pas dans le royaume des morts. La corruption pèse sur certaines et les actes ignobles commis de leur vivant ne seront lavés que par la torture. Les mortels ayant mené une vie dépravée et monstrueuse arrivent en enfer. Là, des fées maléfiques, appelées des diables, et d'autres êtres surnaturels plus sinistres encore, arrachent la corruption de leur âme, se délectant de leurs immondes actions et savourant leurs souvenirs. Plus l'âme est souillée, plus longtemps elle reste en enfer. Certaines n'échappent jamais vraiment à la damnation qu'elles ont méritée. Intéressant. Science et technologie, l'humanité a fait de grandes avancées en matière de science et de technologie. Elle connaît la poudre noire, les automates et sait utiliser la vapeur. Bien qu'encore onéreux et exotiques, les pistolets et les fusils sont de plus en plus courants. Sur les chantiers, dans les usines, des automates travaillent aux côtés des ouvriers. Les ingénieurs commencent à créer des moteurs à vapeur. Dans les 9 cités de l'Est, des ballons volants, des montgolfières et des zeppelins commencent à faire leur apparition. Intéressant ce petit côté steampunk sur la couleur de l'univers. Le monde grouille de monstres terrifiants. En dépit des efforts de l'humanité pour domestiquer les terres et sécuriser les frontières, le monde reste un endroit dangereux. Des bêtes féroces, beaucoup douées de curieux pouvoirs surnaturels, hantent les contrées sauvages. Des drakes virevoltent dans les cieux d'où ils plongent pour emporter le bétail ou les gens, tandis que des dragons incendient des villages entiers. Des trolls et des géants rôdent dans les campagnes, alors que des morts-vivants ressortent de leurs tombes pour terroriser les vivants. Quels que soient les efforts que la civilisation fournit pour repousser ces menaces, elles reviennent toujours à chaque fois plus nombreuses. L'Empire brûle. La plus grande et la plus puissante civilisation d'Urt est à présent au bord de la destruction. L'empereur est mort, étranglé par le roi Orc qui s'est emparé du trône d'Albâtre, et les légions d'esclaves libérés le considèrent comme leur chef. Ce soulèvement dans la capitale a eu des répercussions dans l'Empire tout entier. En apprenant la nouvelle, les orques se sont révoltés contre leur maître et des foules vindicatives parcourent la campagne, brûlant, pillant et tuant. L'instabilité de l'Empire pousse les humanoïdes des plus féroces à semer le chaos dans les régions fragilisées. Des hommes bêtes sortent en nombre de vieilles forêts et de régions dévastées, tandis que les trolls et les géants reprennent leur guerre antique contre les fées. Pire, les fanatiques du Seigneur Démon se montrent plus audacieux et s'efforcent de hâter l'arrivée de leur indicible maître. Les réfugiés affluent dans les villes où ils se blottissent derrière les murs dans des zones sordides et surpeuplées, espérant échapper d'une manière ou d'une autre au sombre destin qui projette son ombre sur le monde. L'ordre s'effondre face au chaos. Les dirigeants des villes se terrent chez eux et les nobles scellent leurs châteaux, s'ouvrent aux appels des gens massés à leurs portes. Nous vivons une bien sombre époque, et beaucoup pensent qu'elle signe les premiers jours du dernier âge de l'humanité. Et enfin, dernier petit paragraphe, l'ombre du Seigneur Démon. Le Seigneur Démon est un être menaçant et indistinct qui rôde dans le vide entre les mondes. Il cherche à fuir son royaume dans un seul et unique but, détruire l'univers et dévorer toutes les âmes qui s'y trouvent. Le tissu de la réalité s'est élimé à force d'user de magie sans réfléchir, mais aussi parce que des fous et des démons travaillent à l'avènement du néant ultime que promet le Seigneur Démon. Le culte du Seigneur Démon s'est développé dans tout l'Empire et ses fidèles célèbrent d'ignobles rituels afin d'appeler des démons mineurs et de percer des trous dans la réalité en prévision de l'arrivée de leur maître. Étant donné les troubles qui secouent l'Empire, beaucoup pensent que le Seigneur Démon est prêt à émerger. Et quand il le fera, tout sera perdu. Donc voici ce qu'on trouve, donc les éléments. Je trouve que là c'est très bien expliqué. Et vous voyez qu'il y a une page et demie. Je vous montre un petit peu en même temps la maquette du livre. Alors, il y a des illustrations. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Là, vous avez un à un. Voilà. J'aurai l'occasion de vous les remontrer. Alors, vous voyez qu'en une page et demie, en fait, il a tellement bien travaillé ses concepts qu'on a quelque chose, pour le coup, qui fait penser à plein de choses. Une espèce de patchwork qui a été pris des choses à droite, à gauche, mais qui donne déjà toute une couleur. Et on sait, en gros, à ce qu'on va jouer. Parce que oui, la grosse différence, pour ceux qui trouvent que la 5e
c'est un peu trop et ça le devient de plus en plus. Je fais partie de ces gens-là d'ailleurs, que la 5e devient trop vanilla, je sais pas quoi là, comment on appelle ça, je crois, vanilla scream ou je sais pas quoi, en gros gentillet, on va dire, et que on a envie de quelque chose d'un peu plus sale, et bien là on a quelque chose de vraiment très bien. Alors en fait, il décrit son ouvrage, l'auteur, en disant c'est un peu le pendant, c'est entre Warhammer, pour le côté justement corruption, etc., et 5e, parce qu'on joue quand même au D20 sur le système, et même si c'est pas la 5e, on y reviendra, je ferai une vidéo à part sur le système. Je pense que c'est beaucoup mieux que la 5e. Enfin, en tout cas, sur le papier, ça a l'air beaucoup bien plus rigolo que la 5e, dont on connaît les mécaniques avec les dons, les trucs, voilà, qui nous fatiguent tous à un moment et on tombe dans des routines. Si vous jouez un barbare 1, je me mets en rage, puis 2, je fais. Voilà. Là, on n'est pas là-dessus. On a aussi des compétences, des trucs, mais c'est beaucoup plus intéressant. Pareil pour le système de magie, j'aurai l'occasion, je pense, de vous en reparler. En tout cas, la promesse, si vous écoutez un petit peu les gens qui ont pratiqué des parties, qui jouent, etc., qui défendent le jeu, alors bien sûr, c'est comme tout, c'est les gens qui défendent le jeu, c'est clair que apparemment, c'est du très bon. C'est aussi ça qui m'a décidé. Je cherchais un petit peu un nouveau jeu en Medfan, et en même temps, alors lui dit Warhammer 5e, je dirais qu'il y a un petit côté quand même assez Lovecraftien. D'ailleurs, il y a des termes qui ne trompent pas, l'indicible, des termes qu'on retrouve dans le lexique de Lovecraft. Et puis surtout cette menace qui plane du Seigneur démon avec en gros des cultistes, hein, qui cherchent à provoquer, faire des trous dans la réalité pour qu'ils puissent arriver plus vite. C'est très sombre, c'est même, j'ai vu des vidéos, les mecs disaient prévenez les joueurs à la table, ça peut même être assez sale, hein, ce à quoi on va jouer. C'est des thématiques, effectivement, beaucoup de thématiques adultes, avec des tripes, du sang, de la torture, du gore. Et le jeu a été fait, non pas pour choquer les gens, mais pour jouer dans cet esprit-là. Alors on peut, hein, si on veut vraiment l'édulcorer, en faire une version, mais ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, effectivement, c'est de comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur et de dire, bah oui, ok, il nous invite à pousser tous les curseurs de l'horreur. Il définit ça comme un jeu d'horreur, de l'horreur et du gore. Alors allons-y, poussons tous les curseurs dans cet ordre-là. Et son univers, tout ce que je vous ai lu là, ce qu'il appelle l'essentiel, là, ce qui est regroupé dans cette espèce de sous-chapitre, bah, en fait on a toutes les thématiques sur lesquelles on vous dit voilà, là vous allez pouvoir avancer le curseur. Hein. Le côté steampunk, les villes crasseuses, avec les riches qui se terrent chez eux parce qu'ils ont peur, et les pauvres qui restent. C'est presque un thème de science-fiction, ça m'a fait presque penser, c'est là aussi que ça rejoint un peu Lovecraft, parce qu'on oublie toujours, mais c'est quand même aussi un peu de la science-fiction. Vous voyez, les riches qui se calfeutrent chez eux, avec qui laissent les pauvres en dehors du château parce qu'ils craignent une menace. Bah, il y a déjà des idées de scénarios, je ne sais pas si vous êtes comme moi, qui nous viennent en tête. Voilà, alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vais faire plusieurs vidéos, une petite série sur ce jeu, comme ça va vous permettre un petit peu de rentrer dedans. J'espère que ça vous donnera l'envie de le découvrir. Et puis, bah, bien sûr, évidemment, que dès que je vais être prêt, je vais proposer, dans les parties que je propose, je vais proposer des one-shots avec ce jeu qui a l'air vraiment intéressant. Et facile aussi, alors j'y reviendrai quand je parlerai du système, puisqu'apparemment, dans plusieurs vidéos, les témoignages sont les mêmes. C'est un jeu, la feuille de personnage est facile, les joueurs, vous leur expliquez en 10-15 minutes, et tout le monde sait jouer tout de suite, il n'y a pas de complexité, voilà, il n'y a pas de complexité outre mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc je vous remontre l'ouvrage, Le Seigneur démon, on est sur du 200 et quelques pages, 280 je crois, peut-être même moins. 255, ah, il en reste encore quelques-uns, 277, hein. On va dire 280 pages, un petit signet qui va bien pour pouvoir lire et apprécier le jeu. Et bien, je vous dis sur ce, au revoir et à bientôt.